d'accord. Je sais, alors je n'ai toujours pas fait signe. Je pense qu'il est. Le système au fond ne peut pas marcher. Je doute quand tu commences. Quoi? Tu commences quand tu Donc je peux commencer? Bon. Très bien. Bonjour, bienvenue au séminaire Bourbaki. Ok. Alors, je me suis posé des questions sur la langue que je devais choisir pour cet exposé. Da sich Werke von Peter Schosse handelt, habe ich mir gedacht, ich sollte den Vortrag auf Deutsch geben. Non? Bon. Donc, je crois qu'il vaut mieux que je parle en français. Donc, je voudrais expliquer quelques travaux récents de Scholz sur la construction de représentations galoisiennes de torsion associées à des classes de cohomologie de torsion dans la cohomologie des espaces localement symétriques pour le groupe général linéaire. Mais en fait, je vais passer une grande partie de l'exposé à motiver ces résultats. Et donc le but de cet exposé, c'est de ne pas passer tout l'exposé sur la partie motivation et d'arriver à énoncer quand même un résultat nouveau. Je m'excuse auprès de tous les experts qui sont ici et qui en ont assez des cours modulaires et des formes modulaires, mais je vous avais prévenu de ne pas venir. Donc, alors, considérons le demi-plan supérieur de Poincaré. Et je vais introduire la notion de forme modulaire. Donc une forme modulaire, d'accord. Sur le demi-plan supérieur de Poincaré, le groupe SL2 de R agit par homographie, c'est-à-dire si j'ai une matrice ABCD, elle envoie un élément Z sur AZ plus B fois CZ plus D. Donc une forme modulaire de poids K, où K est un entier strictement positif et de niveau SL2 de Z. C'est une fonction holomorphe. Sur ce demi-plan de Poincaré, satisfaisant les deux conditions suivantes, si j'ai un élément de SL2 de Z, alors la fonction n'est pas invariante par SL2 de Z, mais elle se transforme de manière agréable. Et la deuxième condition, c'est que F est holomorphe quand Z part vers l'infini, le nom de l'axe imaginaire. Et je vais préciser, on peut reformuler cette condition. Juste notre
une autre définition dit que cette forme modulaire est cuspidale si f est non seulement holomorphe, mais s'annule à l'infini. Donc, en particulier, la condition 1 implique que f est périodique de période 1. D'accord ? Et donc, je peux écrire le développement de f en série de Fourier. Maintenant, si z tend vers l'infini le long de l'axe imaginaire, q tend vers 0. Donc 2 devient simplement le fait que ces coefficients an sont tous 0 pour n strictement négatif. Et la condition de cuspidalité, correspond au fait que le terme constant à 0 est égal à 0. Donc ce sont des objets assez simples, enfin assez simples, pardon, assez faciles à définir, au moins. Et donc sur ces formes modulaires forment un espace vectoriel, et on a sur cet espace vectoriel l'action d'un certain nombre d'opérateurs qu'on appelle opérateurs de Hecke. Donc si n est un entier strictement positif, et f est une forme modulaire, donc k c'est toujours le poids de f. Je suis désolé, je ne connais pas la formule par cœur. Bon, en particulier, le cas qui va nous intéresser, c'est surtout si n est un nombre premier. Et dans ce cas-là, cette formule se simplifie beaucoup puisqu'il n'y aura que deux possibilités pour A et D, 1P ou P1, 1N ou N1. Et donc on peut montrer ces opérateurs. Donc ceci est toujours une forme modulaire de même poids. Ces opérateurs Tn et Tm commutent si n et m sont premiers entre eux, en particulier si n et m sont deux nombres premiers distincts. Et ces opérateurs préservent le sous-espace des formes cuspidales. Donc on a cet espace de forme cuspidale. Alors, je vois. Fort bien. Okay. Donc un espace de forme cuspidale que je n'ai pas précisé, mais en fait on peut montrer qu'il est de dimension finie avec un certain nombre d'opérateurs qui commutent. Et donc, évidemment, on a envie de les diagonaliser. Donc, c'est une définition. Une forme cuspidale propre normalisée. Donc, c'est une forme de Poincaré. Forme modulaire cuspidale. F, tel que F est propre pour tous les Tn, et avec les notations ci-dessus pour les coefficients de Fourier. Le premier coefficient de Fourier est égal à 1. Donc ça, c'est la condition de normalisation. Et
Bon, Donc, la conjecture de Ramanujan-Peterson, c'est une conjecture sur la taille des coefficients de Fourier des formes cuspidales propres normalisées. Donc, Ramanujan l'avait énoncé pour une forme particulière, qui c'était une forme de poids 11, et ensuite ça a été généralisé par Peterson, et ensuite ça a été généralisé beaucoup plus loin. Et ici, je vais juste l'écrire ici. Si f est comme ci-dessus, alors je vais juste écrire la formule pour la valeur absolue de AP pour P premier. En fait, il y a aussi, ça implique une majoration pour la valeur absolue de tous les AN. Mais bon. Et une remarque que j'aurais dû faire avant, c'est que ce AP, en fait, c'est la valeur propre de l'opérateur de Hecke TP agissant sur F. Bah, c'est une remarque, c'est une proposition. Ok. Donc pour l'instant, ça n'a pas grand-chose à voir avec les représentations galoisiennes. Maintenant, on va commencer à en voir. Donc cette conjecture, dans ce cas-là, ce n'est pas une conjecture. Cette conjecture a été prouvée par deux lignes. En fait, pour k égale 2, elle a été prouvée avant par Eichler-Shimura et presque tous les cas. Et le trou. Qu'est-ce que je raconte? Tout ça. Pardon. Excusez-moi. Et quelle est la stratégie? C'est de se ramener aux conjectures de Weil de la manière suivante, donc 2 étapes. D'abord, deux lignes prouvent que, donc pour F, comme dans la conjecture cuspidale, une forme propre cuspidale normalisée, il existe une représentation continue, irréductible, ρf du groupe de Galois absolu de Q sur un QL bas espace vectoriel de dimension 2. L ici est un nombre premier auxiliaire qu'on peut choisir arbitrairement. Donc, techniquement, je devrais appeler ça ρfl. Bon, en fait, comme je n'ai pas envie de traîner un L dans les notations, mais ça va. L'énoncé, c'est pour tout L, il existe une représentation ρfl satisfaisant les propriétés suivantes, telles que je vais écrire et ensuite je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc ρf est non ramifié. En tout nombre premier P différent de L. Si P est différent de L, on a le polynôme caractéristique de ρf Frobenius en P est égal à x au carré moins AP x plus P puissance k moins 1. C'est bon pour les signes. Et ce ρf apparaît dans la cohomologie d'une variété algébrique.
propre hélice d'ailleurs, sur Q. Et ensuite, même sur Z, mais ensuite la conjecture de Ramanujan-Peterson devient, une fois qu'on a cette représentation, devient une conséquence des conjectures de Weil. Donc Ramanujan-Peterson est impliqué dans les conjectures de Weil. Parce que les conjectures de Weil donnent justement des renseignements sur les valeurs propres d'un Frobenius agissant sur la cohomologie des variétés algébriques. Et les valeurs propres de Frobenius, leur somme est AP. Donc ça, je ne vais pas détailler. Mais ensuite, Deligne a aussi prouvé les conjectures de Weil. Et ça, c'est le tableau numéro 2, d'accord. C'est un peu bruyant ce truc, hein. Donc, comme je suis encore dans les premières 20 minutes et que j'essaie donc d'être accessible, je vais expliquer ce que signifie non ramifié en tout P différent de L et ce qu'est cet élément Frobenius. Enfin, expliquer. Donc, explication. Et en plus, c'est assez important pour la suite. Donc on a ce groupe de Galois. Q bar, c'est une clôture algébrique de Q. Le groupe de Galois, c'est juste le groupe des automorphismes de corps de Q bar. Théorie, ce qui laisse Q invariant, mais qui fixe tous les éléments de Q, mais dans ce cas-là, c'est automatique. Et si P est un nombre premier, donc on considère QP, qui est la complétion de Q pour la valuation p-adique. Donc la valuation p-adique, c'est une valuation un peu bizarre sur Q. Donc, les nombres rationnels qui sont très divisibles par P ont une toute petite valuation. Donc au lieu de compléter pour la valuation ordinaire, on peut compléter pour cette valuation-là. Ça donne QP. Alors, ensuite, ici, j'ai Q bar. Et je peux aussi considérer une clôture algébrique de ce corps QP. Et je choisis donc je choisis ces clôtures algébriques et je choisis un morphisme de corps qui fait commuter ce diagramme. Et comme ici, donc ici j'ai des topologies qui sont données par la valuation p-adique. Donc si je regarde ça, le groupe de Galois de QP bar sur QP, qui est le groupe des automorphismes continus de QP bar, un élément de ce groupe est déterminé par son action sur Q bar. Donc j'obtiens un plongement comme ça, qui dépend du choix, mais uniquement à conjugaison près. Ensuite, ce groupe de Galois de QP bar sur QP se dévisse. Donc QP bar, il y a ce qu'on appelle l'anneau des entiers, ZP bar, qui donc dans QP
j'ai l'anneau des entiers ZP qui est le complété de Z, l'adhérence de Z. Et ensuite, je regarde tous les éléments du QP bar qui sont ce qu'on appelle entiers sur ZP, c'est-à-dire ils satisfont une équation polynomiale à coefficient entier et dont le terme de plus haut degré est 1, le terme dominant. Et ce ZP, c'est un anneau qui se projette sur le corps fini FP. Et ici, ZP bar, on peut le projeter sur la clôture algébrique de FP. Et les éléments de ce groupe de Galois préservent automatiquement ZP bar. Et donc, si je réduis leur action modulo P, j'obtiens un élément du groupe de Galois de FP bar sur FP. Maintenant, le groupe de Galois de FP bar sur FP est très simple. Topologiquement engendré par un élément qu'on appelle Frobenius en P. Donc ça, c'est le Frobenius arithmétique, qui est simplement l'élévation à la puissance P, qui en caractéristique P est un morphisme de corps. Et donc, il y a un noyau qu'on appelle le groupe d'inertie, et qui ne va pas m'intéresser, parce que maintenant non ramifié, c'est-à-dire que ρf est non ramifié en P, signifie que ρf est trivial sur le groupe d'inertie, et donc dans ce cas, j'ai un élément, ρf de Frobenius, qui est bien défini. Alors, bien défini, évidemment, j'ai fait un choix ici, donc il est bien défini à conjugaison près. Donc, notez aussi que cette condition ne dépend pas du choix. Et l'ambiguïté n'est pas grave, puisque de toute façon, la condition que j'impose, c'est une condition sur le polynôme caractéristique de ce ρf de Frobenius, qui ne dépend que de la classe de conjugaison. Donc ça, c'est pour expliquer ces conditions qui caractérisent totalement cette représentation, d'après le théorème de densité de Chebotarev, si vous voulez. Ouais, bon. Ok. Donc, tableau. Ok. Donc, question, comment est-ce qu'on obtient cette représentation ρf? Ça, c'est la partie qui va m'intéresser. Je pense qu'il y a déjà eu un exposé Bourbaki sur la preuve des conjectures de Weil. Ouais, je pense qu'il y a aussi eu un exposé Bourbaki sur ça, mais sur la construction de ρf, mais pas. Donc pour simplifier, je vais supposer que k est égal à 2. Et considérons le quotient du demi-plan de Poincaré par l'action de SL2 de Z. Donc ma forme modulaire, ce n'est pas exactement une fonction sur ce quotient, parce qu'elle n'est pas invariante par l'action de SL2 de Z. En fait, c'est une section d'un certain fibré en droite sur ce quotient qui se trouve être le fibré des formes différentielles. Donc ça, c'est une surface de Riemann non compacte. Parce que je n'ai pas rajouté le point à l'infini. Ensuite,
peux choisir sa compactification canonique que j'appelle X. Et en fait, le fait que f soit holomorphe à l'infini, ça veut dire que f se prolonge en une section sur la compactification. OK. Ça, c'est la compactification. Donc, dans ce cas-là, j'ai juste rajouté un point. En fait, ça, c'est P1, ça sert à 1 sur C. Bon, ensuite, donc, comment est-ce qu'on relie ça aux représentations galoisiennes? J'ai là, déjà, la décomposition de Hodge. Ça veut dire que cet espace H0, c'est la moitié de la cohomologie. Donc, si quand je ne dis pas quelle cohomologie, c'est la cohomologie de Betti. Je regarde la cohomologie de Betti de cet espace, à coefficient dans Q, ça se décompose. H0 de X oméga 1 plus H1 de X au X. Et les opérateurs de et que ont une interprétation géométrique qui va permettre de les voir en fait, comme des opérateurs agissant sur tous ces groupes de cohomologie. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? De la manière la plus vague possible, parce que il y a toujours un problème de signe dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr que je suis capable d'écrire le signe correctement. Mais l'idée, c'est que si j'ai dans SL de Z, si je prends un sous-groupe d'indices finis, je peux, bien sûr, former le quotient du demi-plan de Poincaré par ce sous-groupe qui va se projeter sur Y. Et puis, si j'ai un élément gamma dans SL de Z, tel que qu'est-ce que je... Oui, ben ça c'est automatique. Hein. Ah. Bref, je peux aussi projeter en tendant par gamma au passage. Et donc, si je regarde, et puis tout ça, ça va s'étendre en fait à X. Donc ça, c'est aussi une surface de Riemann. Et cette fois-ci, pour la compactifier, on doit rajouter un infini de points à l'infini. Donc si je regarde la cohomologie de Betti ou la cohomologie du faisceau des formes différentielles, des trucs comme ça, pour ces espaces, en fait, je vais pouvoir réinterpréter les opérateurs de et que comme une opération qui consiste à faire un tirer en arrière, pullback si vous préférez, par cette flèche, et ensuite un morphisme de trace par cette flèche. Donc, ouais, je ne vais pas vous dire exactement quel gamma il faut choisir ici, parce que de toute façon, c'est marqué dans l'exposé, dans les notes. C'est sans doute, j'espère que c'est juste dans les notes, mais bon. Donc, la conclusion, en fait, les TP agissent partout. Ici, 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 et de manière compatible. Et donc, ma forme modulaire, donc ma forme propre F, normalisée, j'écris somme des AN plus puissance n. Si une telle forme existe, ça veut dire que ces opérateurs de et que, je regarde juste les TP, mais en fait, on peut juste les définir, vont avoir un espace propre simultané non trivial ici,
et donc aussi ici. Si je regarde l'espace propre, simultané TP agissant sur cette cohomologie H1 de X sur un coefficient dans le Q bar avec la valeur propre AP pour chaque TP. Bien, cet espace propre est non trivial. Ça me dit ces valeurs propres apparaissent ici. OK. Alors qu'est-ce que ça m'a fait gagner? Eh bien, maintenant, dernier morceau. Cette surface de Riemann est en fait une variété algébrique définie sur Q. Bon, le fait que ce soit une variété algébrique sur C, on sait c'est une surface de Riemann compacte. C'est une variété projective sur C. De toute façon, c'est P1. Mais... ce que je veux dire, en fait, c'est plus précis, c'est... regarde. Parce que ça, c'est un peu idiot. Ces surfaces de Riemann ont une structure canonique de variété algébrique sur Q. Et en particulier, elle et aussi toutes les surfaces de Riemann X gamma qui apparaissent, et dans le canonique est contenu le fait que les opérateurs de Hecke vont tous descendre sur Q. Donc ce n'est pas n'importe quelle structure. Parce que sinon, vous pourriez me dire, bon, P1, effectivement, est défini sur Q. Et alors, OK, donc là, bon, je vais peut-être pas passer 3 heures sur ça. Pourquoi en fait donc, par exemple, dans le cas de Y, qui était juste SL de Z, demi-plan de point carré divisé par SL de Z, on peut voir ça comme paramétrant l'ensemble des classes isomorphismes de courbe elliptique sur C. Simplement, si j'ai un élément tau ici, je l'envoie sur la courbe elliptique. Et C divisé par le réseau Z plus Z tau. Ensuite, si je veux consorter par un groupe plus petit, en fait, ça rajoute une structure sur l'ensemble des points de torsion de la courbe elliptique. Et les courbes elliptiques, parler de l'ensemble des classes isomorphismes de courbes elliptiques je peux parler de l'ensemble des classes isomorphismes de courbes elliptiques sur C avec structure supplémentaire. Et je peux aussi remplacer C en fait par n'importe quel schéma. Donc, ce terme, le parti, ça définit un foncteur sur l'ensemble des schémas, à coefficient, à valeur dans la catégorie des ensembles. Et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'il existe une variété algébrique, par exemple, sur Q, dans l'ensemble des points sur une Q-algèbre S, paramétrise l'ensemble des classes isomorphismes de courbes elliptiques sur S avec structure supplémentaire. Éventuellement. Donc c'est ça l'idée. Et donc, comme je disais, et les TP, donc les opérateurs de Hecke descendent aussi. OK.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cohomologie maintenant, je vais regarder la cohomologie de Betti, la coefficient dans QL bar. Elle peut se définir de manière algébrique. Donc, elle va être isomorphe à la cohomologie étale de X, vu comme variété algébrique. Ah oui. Pardon, donc ça, c'était pour Y, et ensuite, une fois qu'on a descendu Y, on montre que X va le suivre. Hein, mais... Donc, X vu comme variété algébrique, disons sur Q bar, la coefficient dans QL bar. Et comme tous les opérateurs de Hecke sont définis sur Q, cet isomorphisme est équivariant pour TP. Et l'intérêt ici, c'est que la cohomologie d'une variété algébrique sur Q a une action du groupe de Galois de Q bar sur Q par transport de structure. Ok, et donc, où est-ce que j'étais? Donc la forme cuspidale là, donne un espace propre non trivial dans ce H1 de X Q bar. Maintenant, l'espace propre non trivial, je ne vais pas donner de nom, mais bon. Donc l'espace propre non trivial, je peux aussi le voir comme dans cette homologie étale de la variété algébrique. Et comme les opérateurs de Hecke sont définis sur Q, leur action commute avec celle du groupe de Galois. Et donc cet espace propre va être préservé par l'action du groupe de Galois, et ça va me donner une représentation du groupe de Galois, qui est plus ou moins celle que je cherche. Ensuite, il faut montrer qu'elle a bien les propriétés qu'on veut, et bon, ça c'est une autre paire de manches. Okay. Donc c'était la motivation. J'ai 3 heures, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Scholz? Ah oui. Pardon. Je disais aussi, en fait, il se trouve que c'est un peu plus simple de considérer tous ces trucs-là du point de vue adélique. Donc on va remplacer Y par quelque chose que je vais appeler, disons, S, K, Y ou Y gamma. Quelque chose que je vais appeler SKL, double quotient. Suivant. Alors, où A est l'anneau des adèles de Q, donc c'est R fois l'anneau des adèles fini, l'anneau des adèles fini étant égal à Z chapeau tenseur Q, Z chapeau est le produit de tous les ZP. Et GL2 de A, en fait, simplement c'est GL2 de R croix GL2 de l'anneau des adèles fini, et ça, c'est un sous-groupe du produit des GL2 de QP. En fait, ça, c'est un sous-anneau du produit des QP, défini par une condition que je ne voulais pas écrire parce que je vais réécrire presque la même ici. C'est ce qu'on appelle le produit restreint. C'est l'ensemble des éléments du produit des GL2 de QP, tels que GP est dans GL2 de ZP pour presque tout P. Et pour presque tout P, ça veut dire pour tout P sauf un nombre fini. Ensuite, ce qu'un infini dans ce cas, c'est juste SO2, c'est un sous-groupe de GL2 de R, plus ou moins un sous-groupe compact maximal. Ils ont SO2 fois les homothéties de rapport strictement positif.
Kn, c'est celui qui va remplacer le gamma. Donc je vais prendre l'ensemble des matrices sont dans GL2 de Z chapeau, qui est juste le produit des GL2 de ZP, qui sont congrus à 1 à la matrice identité modulo n. Donc ça, c'est un sous-groupe de GL2 de AF. Alors ensuite, le produit est un sous-groupe de GL2 de A. Ça a l'air très compliqué, mais en fait, cette chose, ce SKN, est juste si j'écris gamma n pour l'intersection de Kn avec GL2 de Z, l'ensemble des matrices dans GL2 de Z qui sont congrues à l'identité modulo n, c'est juste le quotient du demi-plan de point carré, l'union du demi-plan de point carré avec le symétrique par rapport à la droite réelle par ce groupe gamma n. Donc, l'intérêt de faire ça, en fait, c'est que ça donne un point de vue un peu plus naturel sur les opérateurs de Hecke, parce que du coup, l'opérateur de Hecke TP va juste agir sur la composante en P. Et donc, par exemple, on voit directement que TP et TP' commutent si P et P' sont différents. Quand on généralise à des groupes plus gros, ça simplifie un peu les notations. Même si là, on n'a pas l'impression que ça simplifie les notations beaucoup, j'avoue. Oh. Okay. Donc tout ça pour expliquer que maintenant, il va y avoir des adèles partout. Oui, donc il y a aussi un truc, aussi pour me simplifier la vie, quand je définissais les formes modulaires, j'ai pris le niveau SL2 de Z. En fait, on peut prendre n'importe quel gamma, ce groupe d'indices finis comme niveau, pour les formes modulaires, et tout se généralise. Mais... Parlons d'une autre généralisation. Cette fois-ci, au lieu de GL2, je veux utiliser le groupe GLD. Non, pardon, un groupe de congruence, merci. Ah. Oui. Donc, GLD. Et supérieur ou égal à 3. Donc, prenez une définition ci-dessus, vous remplacez 2 par D, partout, et je peux former le double quotient comme ça. Alors ça, bon, pareil, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est juste une union disjointe d'espaces localement symétriques pour le groupe GLD de R. Donc c'est une variété, en tout cas si il peut y avoir quelques problèmes. Si n est trop petit, mais si n est supérieur ou égal à 3, c'est une variété analytique réelle. Parfaitement sympathique. Et donc on peut définir de manière similaire les opérateurs de Hecke. Si P est un nombre premier, GP est un élément de GLD de QP. Alors, d'accord. Je regarde l'analogue de ce quotient. J'ai remplacé Kn par son intersection avec GP, Kn, GP-1. Ici, j'ai la projection. Et ici, j'ai la projection, mais je multiplie à droite par GP.
Et donc ça définit une action, un endomorphisme de la cohomologie de cet espace SKL. Pareil par pullback morphisme trace. Par exemple, la cohomologie acquisition dans QL bar. Il s'agit de cohomologie de Betti. Et en fait, si P ne divise pas N, ces opérateurs donnent une action, ce qu'on appelle l'algèbre de Hecke non ramifiée. Ils ont HP, qui est l'algèbre des fonctions sur GLD de QP, bi-invariante par GLD de ZP. Plus le produit de convolution. Donc, si j'ai deux fonctions comme ça, leur produit de convolution est toujours bien variant. Bon, j'ai choisi la mesure de R ici qui donne volume 1 à ce sous-groupe. Et bon, ça, c'est un exercice. Je crois que c'est. Alors, l'opérateur défini par ce diagramme ici, soit celui correspondant à la double classe GLD de ZP, GP, GLD de ZP, ou GLD de ZP, GP-1, GLD de ZP. Ça, j'arrive jamais à m'en souvenir. Et donc. OK. Et c'est lui qui va remplacer. Donc, dans le cas de GL2, il y a un élément sympathique dans cette algèbre qui est cet opérateur de Hecke TP, mais bon, dans le cas de GLD, c'est plus simple de juste regarder cette algèbre tout entière et s'attaquer à montrer que cette algèbre est commutative. En fait, même plus, il vient donner une description, et en particulier les caractères de cette algèbre, c'est-à-dire les morphismes d'algèbre de HP dans QL bar, vont être en bijection canonique avec les éléments semi-simples de GLD de QL bar modulo la conjugaison. Ça, c'est ce qu'on appelle l'isomorphisme de Satake. Et donc, je vais pouvoir finalement énoncer une conjecture. Je vais écrire Hn pour le produit tensorial de toutes ces HP pour P ne divisant pas N. Donc l'algèbre de Hecke, disons non ramifiée en dehors de N, et conjecture. Donc c'est une algèbre commutative et qui agit sur la cohomologie de cet espace SKM. Donc ce qu'on veut, c'est généraliser. Donc la généralisation d'une forme modulaire, ça va être un espace propre pour cette algèbre commutative dans cet espace de cohomologie. Donc si on a phi, un caractère de cette algèbre, qui est tel que l'espace propre correspondant dans ce groupe de cohomologie est non nul, a-t-on une représentation galoisienne associée?
Bon, j'ai écrit le gros produit tensoriel pour simplifier ma vie, mais en fait, ce que je veux dire, c'est si on a un espace propre de toutes ces HP pour P ne divisant pas N, un espace propre simultané pour toutes ces algèbres de EQ HP, a-t-on... donc c'est une conjecture, donc je vais dire il existe une représentation ρ, disons ρ phi, continue, tel que pour tout P ne divisant pas N, ρ phi est non ramifié en P. C'est exactement la même définition. Rho phi est trivial sur le groupe d'inertie en P. Et cet élément ρ phi du Frobenius en P, c'est un élément de GLD de QL bar qui est défini modulo conjugaison. Et on demande que ce soit exactement l'élément correspondant au caractère phi restreint à HP. Donc correspondant par cet isomorphisme de Satake que je vous ai juste donné comme une boîte noire. Bon, ok. Je veux dire, il y a beaucoup de noms à énoncer. Vous trouverez, j'espère, une liste assez complète de noms dans les notes, mais bon, ces conjectures résultent des conjectures du programme de Langlands. Donc je vais juste dire Langlands. Ok, et conjecture prime. Donc ça, pourquoi c'est surprenant? Donc c'est juste la généralisation naturelle de ce qui se passe dans le cas de GL2, mais le truc c'est que contrairement à ce qui se passe dans le cas de GL2, ici cet espace SKN n'est pas du tout une variété algébrique. Si D est supérieur ou égal à 3. Donc on ne voit pas a priori de raison. Et ensuite H. A conjecturé que, en fait, on avait une propriété similaire, mais pour la cohomologie à coefficient de torsion. C'est-à-dire si j'ai... Donc je forme l'algèbre de EQ mais avec des coefficients FL bar. Je vais agir sur cette cohomologie. Si j'ai un espace propre là-dedans, alors il y a une représentation galoisienne associée. Alors, il y a quelques années, Harris, Land, Taylor et Thorne ont prouvé que la première conjecture était vraie, celle-là. Et le théorème principal, j'ai finalement énoncé après 55 minutes d'exposé seulement, qui est dû indépendamment à Scholz et à Boxer, c'est que la conjecture prime est vraie aussi. Et en fait, bon, a priori, on ne voit pas vraiment le rapport entre les deux. En fait, on peut aussi faire des versions de cette conjecture avec des coefficients du genre z sur L puissance mz ou OE sur L puissance MOE, où OE est une extension finie de QL. Et ils ont aussi prouvé que la conjecture correspondante est vraie, et en passant à la limite sur M, on récupère la conjecture en caractéristique 0.
Donc en fait, la deuxième conjecture est plus forte que la première. En tout cas, dans sa version générale ici. En particulier, Scholz et Boxer reprouvent ce résultat par une méthode un peu différente. Okay. Donc, quelle est l'idée? Bon. Donc, en fait, là, j'ai utilisé le groupe. En fait, on peut remplacer GLD par un groupe algébrique réductif plus général. Et former des doubles quotients comme ça, des opérateurs de Hecke, et demander, on a aussi un isomorphisme de Sadake, et demander est-ce qu'on a une conjecture, obtenir une conjecture similaire, demander est-elle vraie. Par exemple, on pourrait prendre un groupe symplectique, un groupe orthogonal, etc. Et l'intérêt de faire ça, c'est que dans certains cas, cette variété, est-ce que je vais continuer à appeler SKN, est une variété algébrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variété de Shimura. C'est-à-dire qu'il y a une condition sur le groupe qui fait que dans certains cas, cet espace, ce double quotient conforme à une structure naturelle de variété algébrique sur un corps de nombre, et dans d'autres cas, pas du tout. C'est assez étrange, si vous me demandez, mais bon. Et par exemple, les deux cas que j'ai écrits ici, au hasard, on obtient des variétés algébriques. Et donc, on pourrait se dire, bon, si c'est une variété algébrique, je peux faire ce que j'ai fait pour GL2. Donc, peut-on imiter la stratégie du GL2 pour essayer au moins de prouver ces conjectures pour le groupe G. Bon, la réponse, c'est qu'il faut quand même faire un peu attention. Parce qu'en général, si on regarde un espace propre des opérateurs de Hecke, ça va être une représentation galoisienne, c'est très bien, mais en général, ce n'est pas la bonne. Donc, exemple, prenons une extension quadratique imaginaire. Et je m'en sers pour former le groupe G égale U de 2. Donc c'est le groupe. Donc là, comme je suis dans les 5 dernières minutes, on va dire que je parle aux experts. Donc c'est le groupe de la forme quadratique donnée par la matrice 1, 1, moins 1, moins 1 sur cet espace E puissance 4. Et un espace quadratique sur Q. Espace hermitien sur Q, pardon. OK. Donc, si je regarde ce qui se passe, donc la version de la conjecture pour ce groupe-là est plus ou moins connue, mais comment est-ce qu'on la prouve? Eh bien, donc on part de un caractère de l'algèbre de Hecke pour U de 2, apparaissant dans la cohomologie. Maintenant, si je regarde l'espace propre pour ce caractère, ce que je veux obtenir, ce n'est pas la représentation galoisienne que je veux, mais quelque chose comme ça, son carré extérieur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut transférer, ce qu'on appelle transférer par le principe de fonctorialité de Langlands, ce caractère à un autre groupe, U3.1, et ensuite appliquer la stratégie de GL2.
En fait, on peut lire sur le groupe quelles représentations galoisiennes vont apparaître dans la cohomologie. Et dans le cas de U3.1, on obtient plus ou moins ce qu'on veut. Alors pourquoi j'ai dit ça? C'était juste pour dire qu'il faut faire attention, même si ce truc est algébrique, c'est pas évident de prouver les conjectures comme ça. Bon, après, vous allez me dire que ça nous avance assez peu, parce que de toute façon, dans le cas qui nous intéresse, cet espace n'est même pas algébrique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une idée qui est assez ancienne, que bon. Prenons par exemple le premier cas non trivial où on n'obtient pas un espace localement symétrique qui est algébrique, c'est GL2 sur une extension quadratique imaginaire. Donc ce n'est pas au hasard que j'ai parlé de 2 avant. Dans ce cas, l'espace localement symétrique est de dimension réelle 3. Donc, ok. Alors, considérons H qui est U22. Donc, je vais arrêter d'écrire les Kn partout. Ça va être un espace localement symétrique pour H. Donc, ce truc n'est pas compact. Ça, c'est une variété algébrique non compacte. Il a une compactification. Non algébrique, d'ailleurs. Les compactifications de Borel-Serre. Pardon? Quoi, la compactification de Borel-Serre n'est pas compacte? Ah bon? Quand on la divise par un groupe discret, elle devient compacte. Mais si vous pensez au demi-plan de point carré, vous lui ajoutez. Mais ça, c'est l'espace localement. Vous avez déjà divisé par le. Oui, j'ai déjà divisé. Oui. Ça, c'est l'espace localement symétrique. C'est le double quotient adélique. Donc, oui. Et en fait, le bord de ces compactifications est donné est stratifié par des doubles quotients similaires pour les sous-groupes paraboliques de H. Or, un des sous-groupes paraboliques de H c'est celui-ci. Donc, le sous-groupe de Lévy, le coefficient de Lévy se trouve être isomorphe à GL2 sur E, à cause de la condition que H est un groupe unitaire. Donc, ces deux trucs vont être reliés. Donc, en fait, ici, on a un double quotient pour le groupe parabolique P qui se projette sur l'espace pour G. Et ça, c'est un morphisme très simple, c'est un fibré en puissance de cercle. Et donc, ensuite, on a des opérateurs de Hecke qui agissent un peu partout. Et donc, l'idée, c'est que si j'ai un truc qui apparaît ici, ça va aussi apparaître ici. Maintenant, bien que ça soit une variété algébrique, comme je dis, il faut faire attention. On ne peut pas juste prendre bêtement l'espace propre correspondant aux valeurs propres de Hecke qu'on a choisi dans la cohomologie de ça et espérer que ça va donner la bonne représentation galoisienne. Ce n'est pas vrai. Donc en fait, on commence par prouver une conjecture pour H. Et là, il y a un truc que j'ai joyeusement glissé sous le tapis. Donc, je vais peut-être énoncer ça comme un théorème et peut-être il va être temps d'arrêter.
c'est que quand j'ai dit il existe une conjecture, quand j'ai énoncé toutes ces, il existe une conjecture similaire pour H et tout ça, ce que j'ai pas mentionné la condition de cuspidalité. Et en fait, tout ce que j'ai dit, ça marche vraiment bien si on prend des systèmes de valeurs propres qui correspondent à des formes automorphes sur H ou des représentations automorphes qui sont cuspidales. Et donc ça veut dire qu'on peut, c'est pas forcément n'importe quel système de valeurs propres qui apparaît dans la cohomologie de SH. Alors, comment on peut dire ça? Donc supposons, ça m'énerve ce truc. Supposons que je suis en train d'essayer de prouver ce théorème A. Donc j'ai un système de valeurs propres dans la cohomologie de SG, à coefficient dans FL bar par exemple. Et je dis, bon, ça va me donner un système de valeurs propres dans la cohomologie de SH à coefficient dans FL bar. C'est-à-dire quelque chose, un caractère de l'algèbre de Hecke non ramifié pour H avec des bons coefficients. Alors, bon, toute cette stratégie, je pense que c'est assez longtemps que c'était dans l'air. J'ai toujours entendu ça attribué à Clausel. L'idée de dire, bon, cette variété qui n'est pas algébrique apparaît comme une strate d'une compactification d'une variété qui est algébrique. Essayons de relier la cohomologie comme ça. Mais pour la faire marcher, il fallait vraiment un résultat de ce type, qui est quand on a quelque chose comme ça, alors il existe un caractère en caractéristique 0 qui correspond à une représentation automorphe cuspidale qui apparaît dans la cohomologie en caractéristique 0. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle une représentation cuspidale cohomologique est telle que le phi sur la réduction modulo L du psi. D'accord. Et ensuite, quelque chose de similaire, mais pour des trucs modulo L puissance m. Ok. Well. La dernière page des notes, c'était idée de la prof de ça, mais je pense que peut-être ça va se dire. Oui, c'est. Est-ce que je peux dire quelque chose sans écrire et avec les mains? Alors, ben, je peux essayer en tout cas, en 1 minute. L'idée, c'est que j'ai quelque chose comme un groupe de cohomologie comme ça. Donc je commence par utiliser un théorème de comparaison, aussi dû à Scholz. Je vois ça comme un espace rigide. Sur QL, dire qu'en fait, ce truc-là, de manière équivariante, est la cohomologie de cet espace rigide à coefficient dans ce quotient-là. Donc je récupère, en fait, ça devient un peu un espace de forme automorphe modulo L, mais, ou de forme modulaire modulo L. Dans la première définition que j'avais donnée, c'est des... Enfin bon, c'est pas vraiment des sections de ce fibré en droite, c'est dans une cohomologie HI au lieu d'être dans un H0. Ensuite, le problème, c'est d'essayer de repasser à un H0. Donc, on passe un recouvrement ouvert de ça par des aphénoïdes.
où ce truc ne va avoir de la cohomologie qu'en degré 0. Une résolution de Čech va me dire que mon système de valeurs propres qui était ici va être ici, et ensuite il va apparaître dans des trucs du genre H0 d'affinoïde ici, dans un de ces trucs-là. Et ensuite, le truc, c'est de le prolonger de U à SH à nouveau. Donc la manière classique de faire ça, c'est de multiplier par des sections de fibrés inversibles amples, par exemple la variante de ACE, qui découpe ces affinoïdes ici, pour pouvoir prolonger les sections ici. Quitte à remplacer ça par un fibré en droite plus général. Donc en fait, ce qu'a fait Scholz, vraiment, ce qu'a fait Scholz et ce qu'a fait aussi Boxer d'une autre manière, c'est de construire quelque chose qui va remplacer cette invariante de ACE dans le cas de ces variétés-là. Et bon, d'accord, je vais vraiment m'arrêter. Désolé, des questions? Pas de questions. Pour qu'on entende vos questions, il faut que vous les disiez dans le... Non, mais c'est bon, sinon... Ah zut. Évidemment. Yes. I believe that SH, as you said, is not compact. Yes. So the cohomology you take is cohomology or cohomology with compact support or both in the statements? Well, you could use, he uses cohomology with compact support. When I wrote this, actually, this was very imprecise. I should have put the minimal compactification, and then here I should replace this by the extension by 0 of this constant sheaf on SH. Here I should replace by the ideal of the boundary. Yeah, so there are some trouble coming from the fact that SH is not compact, which I have ignored. But the Hecke representation which appear Yes. in the cohomology and in the cohomology with compact support, they are not the same, or? Well, you have Poincaré duality. Yes. So yeah, they are the same. Oh, they are. Yeah. So he uses the cohomology with compact support, but you could use the cohomology without support. They are all. Yes. No. It doesn't matter too much. Il y a d'autres questions? Pourquoi j'ai répondu en anglais, moi Oh. Ah.